Avant de commencer, une mise au point s'impose. Depuis quelques mois, l'Espagne vit dans un climat de violence jamais atteint auparavant. Sont assassinés en pleine rue des politiciens, tandis que les partis politiques se font la guerre. La cause, les élections approchent, opposant le Frente Popular à l'Alliance conservatrice. L'élection promet d'être particulièrement serrée et pour cause, à droite comme à gauche, on a formé un bloc idéologiquement très vaste. Le pays traverse une crise politique, sociale, économique, religieuse, militaire sans précédent. En 1934, des mineurs des Asturies s'étaient révoltés et le gouvernement avait dû envoyer l'armée pour écraser cet embryon révolutionnaire. Les gouvernements se succèdent, annulant les réformes du précédent, la plupart ne durant que quelques mois, ils sont souvent très corrompus. Le cocktail est explosif et le pays menace d'imploser. Le 16 février sont publiés les résultats des élections. Le Front populaire est gagnant. Cette journée est le miroir de la situation en Espagne. On ne dénombre rien que le 16, 41 morts et 80 blessés graves. Le Front populaire, malgré une victoire avec un écart de moins de 2% des votes exprimés, obtenait la majorité absolue au Cortes, le Parlement espagnol. À la capitale réside un homme particulièrement influent, José Antonio Primo de Rivera. Primo de Rivera est le chef de la Phalange espagnole, un mouvement d'extrême droite, national-syndicaliste, profondément catholique, pan-hispanique, antilibéral et très proche des théories de l'Allemagne nazie. Ce mouvement se détache de l'extrême droite traditionnelle espagnole, n'étant pas monarchiste et ayant de grandes tendances révolutionnaires. Notre homme est une épine dans le pied de la République. Il est particulièrement charismatique et arrive à s'attirer les faveurs d'une partie de la classe populaire et de l'armée. C'est ici que notre chronique commence. La chronique commence donc en cette soirée du 14 mai 1936. Primo de Rivera, confortablement installé chez lui, écrit une lettre à Elisabeth Bibesco, son amante. L'homme ne le sait pas encore, mais le président Manuel Azena a déclaré la phalange espagnole illégale. En effet, le 12 mars, un étudiant phalangiste a tenté d'assassiner Luis Jiménez de Azua, vice-président du Parlement espagnol. L'occasion de torpiller la phalange était bien trop belle. Une trentaine de policiers sont envoyés au domicile du politicien. Ils sont armés et ont le doigt sur la gâchette. Les ordres viennent de tout en haut. S'il oppose la moindre résistance, abattez-le. Or, en cette nuit du 14 mars, Primo de Rivera, plutôt que de se coucher, préfère aller poster la lettre pour son amante. Il fait donc réveiller ses gardes du corps pour l'escorter jusqu'à la poste. Les phalangistes vont donc chercher leurs armes, s'équipant d'armes de poing et même d'un pistolet mitrailleur, camouflé sous un manteau. Alors que le chef de la phalange enfile son manteau, un bruit de gyrophare se fait entendre et s'arrête pile devant la maison. Le petit groupe comprend immédiatement de quoi il s'agit. Les policiers sont une trentaine, les phalangistes 3 fois moins. L'officier de police sort son mégaphone et annonce que la maison est cernée, tandis qu'il fait mettre ses hommes en position. Le chef de la sécurité de Primo de Rivera contacte un groupe de loyalistes actifs en ville, leur intimant l'ordre de se regrouper, de trouver des tireurs ainsi qu'une automobile pour extrader leur chef. Le premier tir part du camp phalangiste, abattant l'officier de police. S'ensuivent des échanges de coups de feu pendant une vingtaine de minutes. Les policiers, voyant que Primo de Rivera n'a pas l'intention de se rendre, commencent à installer une mitrailleuse Vickers pour permettre un feu nourri sur les fenêtres. Mauvais timing. Au même moment, débarquent 3 auto-phalangistes remplis de tireurs. La police, pris de court, se replie, rendant l'extraction possible de José Antonio Primo de Rivera. Le convoi improvisé quitte Madrid, direction Burgos. Si l'armée est déployée, les garnisons du nord-ouest sont sous la direction du général Emilio Mola, homme farouchement anti-républicain. Il laisse donc passer sans aucun mal le petit convoi. L'incident fait la une des journaux. Les dirigeants de la phalange fuient les grandes villes, tandis que l'organisation continue de fonctionner secrètement et distribue des armes à ses adhérents. À la demande du lieutenant-colonel Yagüe, officier de l'armée d'Afrique et ami de Primo de Rivera, le chef de la phalange est accueilli au Maroc espagnol. Sur place, Yagüe, chef de l'armée d'Afrique depuis la mutation de Franco aux Canaries, lui fait part du projet de coup d'état des généraux Sanjurjo et Mola, suivi d'une grande partie des officiers de l'armée espagnole. Mais le politicien est réticent. Pour lui, ce coup d'état ne ferait que ramener un ordre ancien, royal et opposé à l'état national syndicaliste dont il rêve tant. Cependant, le lieutenant-colonel arrive à convaincre son ami de rejoindre le mouvement. De toute façon, Primo de Rivera n'a nulle part où aller. De plus, le manque d'organisation politique des généraux pourrait révéler de nombreuses opportunités. C'est ainsi que la phalange rejoint officiellement le complot. Les putschistes, composés de phalangistes, de militaires espagnols, de monarchistes et de carlistes, prévoient le coup d'état pour le 17 juillet. Ainsi, le 17 juillet,
Francisco Franco arrive en avion au Maroc espagnol et lance le soulèvement. Le 18, les garnisons du nord-est, de Barcelone et de Séville rejoignent le soulèvement conformément au plan. L'Espagne s'embrase et les coups de force nationalistes réussissent un peu partout, excepté pour Barcelone. Les milices phalangistes et carlistes s'organisent alors, tandis que les ouvriers, favorables à la République, s'organisaient aussi spontanément en milices. Après une tentative de négociation que les deux camps rejettent, la guerre civile espagnole commence. Les premiers combats éclatent et la marine se disloque, empêchant ainsi l'armée d'Afrique nationaliste de traverser le détroit. Le 20 juillet, le général Sanjurjo, auteur du coup d'État, meurt dans un accident d'avion. Les généraux espagnols se réunissent en urgence. 2 officiers revendiquent le commandement du coup d'État. D'un côté, Mola, de l'autre, Franco. On reproche à Mola son simple grade, le général de brigade, et son favoritisme pour les carlistes. Tandis qu'à Francisco Franco, l'on lui reproche sa tiédeur vis-à-vis du coup d'État et son abandon lors du coup d'État de 1932 mené par le général Sanjurjo. Le général Edia et le lieutenant-colonel Yagüe, tous deux phalangistes, avancent le nom de leur chef, José Antonio Primo de Rivera. L'homme est un orateur de génie, une figure connue et l'un des premiers à avoir été attaqué par la République. Son symbole et son prestige dans le camp nationaliste est immense. De plus, la phalange est l'organisation politique la plus nombreuse dans le camp nationaliste. Les milices phalangistes dominent les effectifs des putschistes. Primo de Rivera est aussi le seul dans cette pièce à avoir un vrai programme politique. Ses contacts à Berlin et à Rome assurent aux rebelles l'aide dont ils ont besoin. C'est donc le phalangiste, qui est nommé Jefe, à titre provisoire, ayant la responsabilité d'organiser le nouvel État espagnol, devenant aux yeux du monde le visage d'un mouvement qui secoue l'Europe. En ce matin de juillet 1936, Juan Navarrete, soldat du général Franco, a l'honneur de lever les couleurs de la Nouvelle-Espagne. Le drapeau a été fait par le Jefe lui-même. Le drapeau rouge-jaune-rouge de la vieille Espagne a été gardé. On y a ajouté en son centre les flèches croisées de la phalange.